bien justement, c'est toutes les questions qu'on va aborder à présent avec Camille qu'on accueille. Bonjour Camille. Bonjour. Donc on vous accueille, vous êtes militant d'Extinction Rébellion à Lyon et nous allons parler avec vous de toute la mobilisation que vous avez mis en place avec votre organisation contre justement ce scandale des PFAS. Alors Pierre le disait dans son papier, les PFAS sont omniprésents dans la vallée de la chimie lyonnaise et déférait la chronique depuis peu, en fait depuis 2022. Et donc vous, en tant que militant, qu'est-ce qui vous a concerné sur ce sujet-là et qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager ? En fait, il faut savoir que les PFAS sont des perturbateurs endocriniens très difficiles à cerner et très virulents. Et donc déjà, en fait, à partir du moment où à cause d'une pollution due à l'humain, la santé des habitants est mise en danger, on est concerné. Et on va prendre action vis-à-vis de ça. Et du coup, on ne parle pas d'une mobilisation, mais on parle de plusieurs mobilisations déjà faites et plusieurs mobilisations aussi à venir. Et comment, pardon François, je me permets de prendre la parole, comment est-ce que vous avez été, à titre personnel, mobilisé et informé? Comment est-ce que vous avez appris qu'il se passait ce scandale-là à Lyon? En fait, c'est sur le tas. Et c'est aussi via ce qui a été créé, c'est-à-dire l'AES, l'Alliance écologique et sociale, qui est un regroupement de 11 collectifs, dont notre Affaire à tous, qui a entamé le procédé juridique, qui a entamé ce procédé juridique le 31 mai 2022. Et du coup, à la suite de ça, nous, avec l'AES et indépendamment dans les collectifs, on s'est emparé de ce sujet. Donc, la première fois où on a fait une action, c'était le 17 décembre 2022, où il y a eu un blocage de l'usine Arkema par des militants d'IXER et aussi un sit-in devant la DREAL à Lyon pour souligner leur complaisance et leur inefficacité face à Arkema. Et Pierre le disait tout à l'heure dans sa chronique, on le voit, c'est un sujet qui est très technique. La question des PFAS, c'est quelque chose de complexe, même si ils sont omniprésents dans notre environnement immédiat. C'est des anti-adhésifs. Il a rappelé toute cette présence. Je me demandais comment vous êtes formé, en fait, comment vous avez appris et enquêté autour de ces enjeux. Tout simplement, moi je suis pas du tout scientifique, j'ai juste lu. Très clairement, je me suis juste renseigné, j'ai demandé aux personnes concernées. Donc je suis directement en lien avec des personnes de NAT. On est directement en lien avec des personnes de NAT et du coup en fait on se fait aussi le relais des habitants de Pierre-Bénite qui sont très concernés par ça et du coup qui se renseignent aussi eux énormément et qui nous le font savoir. Et du coup, une fois que vous avez été un petit peu formé, que vous avez pris connaissance de tous ces enjeux-là, vous avez lancé plusieurs opérations, vous avez commencé à nous en parler, plusieurs actions. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite rétrospective de toutes les actions qui ont été menées jusqu'à celle du week-end dernier ? Comme je disais, d'abord, la première en date, ça a été à la suite du dépôt en justice du référé pénal environnemental du 31 mai 2022. Donc, nous, on a fait une action 6 mois plus tard, le 17 décembre 2022, donc devant l'Adréal et devant l'usine Arkema, en demandant l'application de la loi pollueur-payeur, en leur demandant des rétributions au niveau de leurs salariés et des personnes habitant autour de l'usine. Ensuite, 6 mois plus tard, le 18 juin 2023, il y a eu donc en fait des collectifs
il y a Alternativa, Rhône et des collectifs de riverains de Pierre-Bénite qui sont emparés de la mobilisation, qui ont créé une mobilisation et qui ont fait des actions symboliques comme le dépôt d'œufs devant l'usine Arkema, parce que comme notre collègue de rue 89 l'a précisé, la préfecture recommande de ne pas consommer la chair de volaille ni les œufs issus de Oulin Pierre-Bénite. Donc ça montre quand même qu'il y a une sorte de problème. Et ensuite, du coup, le week-end dernier, le 2 décembre, samedi 2 décembre, on faisait une sensibilisation place de la République afin d'échanger sur le sujet des PFAS et d'informer sur ce sujet extrêmement compliqué. Et lundi, juste après, le 4, du coup, on est allé bloquer symboliquement l'usine afin d'avoir un relais médiatique important, ce qui a été fait puisqu'on a fait l'ouverture du journal de France 3 avec ça. Et ça me fait penser, là je rebondis sur vos propos, vous parliez du fait que la préfecture déconseillait de consommer des œufs qui sont produits sur les communes de Pierre-Bénite, si je ne dis pas de bêtises. Je pense à ça, par exemple en Belgique, il y a des communes où, pour les mêmes raisons, il est même interdit de boire l'eau du robinet. Est-ce qu'en France, et plus particulièrement à Lyon, les mesures qui sont prises, elles sont suffisamment importantes? Est-ce que c'est pas dangereux, j'en sais rien, mais de boire l'eau du robinet? Je vous pose la question à vous, Camille, mais je pose également la question éventuellement à Pierre Lemaire de rue 89, qui est peut-être informé aussi sur ces questions-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors en France, il n'y a que des recommandations, il n'y a pas d'obligation ou de restriction ou d'interdiction. Pas encore, du moins. Il y a un projet de loi qui est en train d'être fait, mais bon, au vu du temps politique, je ne sais pas quand ce projet de loi va advenir. Pierre, est-ce que vous avez des informations sur ces questions-là, sur la dangerosité de consommer certains produits ou même de l'eau du robinet dans la commune, dans les communes de la métropole de Lyon? Sur la dangerosité, à partir du moment où il y a des recommandations quand même de ne pas... Bon, je veux dire, pour arriver au stade de l'interdiction, faudrait en fait qu'il y ait cette étude d'imprégnation qui soit menée jusqu'au bout, de manière à pouvoir évaluer réellement les conséquences sur la santé de cette pollution-là. Et justement, c'est peut-être le moment d'en parler également, mais c'est un de vos gros axes de militantisme, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'études sur les impacts des PFAS sur la santé et sur l'environnement. Oui, exactement. Et puis le problème, c'est que, par exemple, la métropole écologiste de Lyon a mené un début de prélèvement pour avoir quelque chose de sensé, puisque ces prélèvements avaient été faits par le journaliste de Vert d'Orage, mais du coup, vu que ce n'est pas entre guillemets étatique, ça ne pouvait pas être pris réellement en compte. Donc ça s'est mis en place, mais ça coûte très cher. Et en fait, c'est la métropole qui paye avec ses deniers. Et nous, ce qu'on demande, c'est que donc c'est nous qui payons au final. Et en fait, ce qu'on demande, c'est que Arkema paye ça. C'est que les premiers concernés, les premiers pollueurs prennent leurs responsabilités. Je me demandais, vous avez évoqué les différentes actions qui sont déroulées dans l'espace public ou devant les locaux d'Arkema, etc. Je m'interroge sur la réception finalement de ce type d'action militante. On le voit de plus en plus. Les collectifs divers et variés peuvent être critiqués pour les sittings, pour les actions contre les œuvres d'art ou je ne sais quoi. Là, quand vous allez vous déployer sur des terrains ou des communes qui sont concernées par des pollutions industrielles comme celles qu'on évoque, comment vous êtes accueillis par les habitants et habitantes? En fait, on peut être bien accueilli comme on peut être mal accueilli. Ça dépend. Enfin, les habitants et les habitantes, c'est pas une entité, c'est plusieurs individus. Donc en fait, il faut juste beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, beaucoup de médiation, et au fur et à mesure, en fait,
même les gens, quand lundi 4, on a bloqué l'usine, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui travaillent dans l'usine. Il y a eu beaucoup de dialogue qui a été fait avec eux, avec elles et eux. Et du coup, on a pu échanger avec eux et voir qu'ils n'étaient pas opposés à ça. Et que notamment, CGT Arkema, enfin CGT de la chimie en général, demande aussi plus de sécurité, une augmentation de salaire et une prévention des risques pour les employés, parce que, pour rappel, c'est les employés les premiers touchés. C'est eux qui vivent dans la zone à risque, c'est eux qui créent tout ça. Donc, en fait, c'est eux directement qui sont les premiers touchés, les premiers concernés. Et du coup, c'est avec eux aussi qu'on discute en priorité, mais il y a plein d'autres trucs. Il y a le stade de foot juste à côté de l'usine Arkema. La terre là-bas est 84 fois plus polluée que la limite de l'OMS. Et c'est des gamins qui vont jouer au foot. Enfin, il y a des gens qui jouent au foot tous les jours là-bas, quoi. Donc. Et on se demandait... Pierre, vous aviez une Non, question ? c'était juste un très rapide commentaire pour rebondir sur ce que disait Camille, parce que ce qui est intéressant, d'une part, c'est de voir comment des collectifs, des militants lyonnais peuvent aussi travailler avec des collectifs locaux, et de voir comment, à l'échelle locale, on parlait du syndicat CGT, un syndicat comme la CGT, son but, c'est évidemment de défendre les employés, mais c'est aussi de défendre l'emploi. Et c'est intéressant en termes de réaction, ça montre aussi l'étendue de la problématique, parce que pendant très longtemps, ça a été compliqué d'avoir des informations du côté d'Arkema au sein des syndicats, parce qu'ils ont été très longtemps sur une ligne où ils essayent, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, bon, j'utilise un peu le terme, de préserver l'emploi. Et là, on se rend compte de l'ampleur aussi du scandale quand on voit que des syndicats sortent les échelles à ce sujet, quoi. Et quand on fait les réunions publiques à Pierre-Bénite, parce qu'il y a des réunions publiques organisées par la mairie, par les métropoles, il y a beaucoup d'habitants, et on voit beaucoup d'habitants qui sont des anciens salariés, car c'est des entreprises qui employaient énormément de gens, quoi. Il y a aussi cette problématique, d'ailleurs, qui rentre dans les considérations des services de l'État. Il y a d'un côté l'environnement, et c'est la classique, et de l'autre préserver l'emploi, quoi. D'accord. Voilà, c'était juste ce commentaire. Et on estime que c'est environ 350 000 personnes touchées de manière au-delà des seuils pour la santé. Donc ça veut dire tout Lyon et ses environs. Donc, voilà. Et justement, pour rebondir là-dessus, comment est-ce que ça se prépare quand on est une organisation militante, une démarche juridique comme notre affaire à tous pour aller engager donc, un recours en justice? Comment est-ce que nous, on a envie de savoir un petit peu les détails techniques, parce qu'on n'y connaît rien, pour tout dire. Et je suppose que quand on est militant, on n'est pas spécialiste non plus de questions juridiques. Donc comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on se constitue partie civile? Comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui s'engagent? Et comme le disait Pierre, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être touchées, mais en même temps qui sont partie prenante de la question des PFAS, c'est-à-dire qui travaillent dans ces usines-là et donc qui n'ont pas forcément envie de dénoncer ces usines pour ne pas perdre leur travail. Enfin, comment est-ce que ça se passe, tout ce moment-là? Oui, alors déjà, on a beaucoup de chance d'être aidé par un collectif national qui est notre affaire à tous. Je le redis, je les recite parce que merci à eux, et qui nous aident vachement là-dedans, qui se font le relais des collectifs de riverains, qui aussi nous relaient énormément d'informations sur la temporalité de quand faire nos actions, quand faire les événements de sensibilisation afin de relayer des actions pénales. Donc là en l'occurrence, les appels juridiques qu'il y a eu, c'était le 9 novembre et le 7 décembre. Donc c'était dans la temporalité. Donc en fait, nous, on n'y connaît pas grand-chose non plus. Mais on a des gens qui s'y connaissent pour nous aider. En fait, c'est ça en général, un collectif. C'est individuellement, on ne sait pas trop de quoi on parle, mais dans le collectif, il y a toujours des personnes qui savent de quoi ils parlent. Et du coup, on s'appuie sur les personnes en fonction du sujet.
Ok. Et du coup, quelles sont les suites à toutes ces actions? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Je sais qu'à l'échelle européenne, il y a une loi, ou en tout cas des discussions qui sont en cours sur l'interdiction justement des PFAS. Qu'est-ce qu'on peut attendre des suites à venir? Alors déjà, il y a le résultat de l'appel qui va être le 11 janvier 2024, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Et du coup, en fait, donc déjà, à ce moment-là, on verra si on fait un pourvoi en cassation, si Arkema fait un pourvoi en cassation en fonction du résultat, mais ça ne s'arrêtera pas là, évidemment. Et du coup, nous, en tant que collectif, on va se mobiliser, donc continuer à mobiliser les personnes autour de l'usine, continuer à essayer de sensibiliser les personnes qui ne connaissent pas le sujet, pas encore, et créer des actions. Ça, après, au niveau de la temporalité, je ne vais pas tout vous dire, c'est quand même mieux s'il y a une surprise. On suivra attentivement les différentes suites. J'ai une question peut-être un peu d'ouverture sur finalement, à partir de ce cas du scandale des PFAS et de la vallée de la chimie lyonnaise, l'Arkema, tout ce dont on discute, à travers les relations partenariales que vous construisez, notamment avec les syndicats. Et je me demandais dans quelle mesure ces initiatives qui font l'alliance, qui montrent la possibilité d'une alliance entre des initiatives citoyennes et des organisations syndicales, c'est quelque chose c'est un précédent qui peut amener à des suites, et comment vous envisageriez du coup cette collaboration dans le futur pour penser les luttes environnementales? En fait, ça fait environ 3 ans qu'il y a déjà une collaboration avec l'AES, la CGT fait partie de cette alliance écologique et sociale. Il y a FSU, il y a différents syndicats en fait, donc parce que pour nous l'écologie est sociale et le social est écologique, enfin, et en fait la convergence des luttes est extrêmement importante. Et je suis en train de partir sur complètement autre chose que la question, mais du coup en somme, l'idée en fait, c'est de ne pas travailler dans notre coin et de travailler avec toutes les personnes qui veulent améliorer les choses, peu importe leurs envies d'amélioration, leur type d'envie d'amélioration. Ce qu'on fait le plus, c'est discuter et essayer de se mettre d'accord. Eh bien, un grand merci Camille. Je rappelle que vous êtes militant donc à Extinction Rébellion à Lyon et que vous militez actuellement sur le scandale des PFAS. Merci également à Pierre Lemerle, notre camarade de Rue 89, pour sa chronique et ses interventions pendant cet entretien. Je rappelle que l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre site internet radio-anthropocène.fr en podcast et également sur toutes les plateformes de podcast. Merci à tous les deux. Bonne journée, bonne soirée sur Radio Anthropocène. Merci. À bientôt. Nous, on se retrouve dans quelques minutes pour Cultura, la chronique culturelle de Valérie Didier. Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.